Comme plusieurs régions du monde, le continent européen est à un nouveau moment charnière. Il y a 2 jours, Donald Trump a provoqué une guerre commerciale sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale à travers des droits de douane massifs sur la quasi-totalité des pays de la planète, et on voit que l'Union européenne se met en ordre de bataille pour réagir. De la même manière, ces dernières semaines, on a assisté à une série de plans de réinvestissement dans le secteur de la défense. Il y a une série de réunions et de sommets pour renforcer l'autonomie stratégique européenne. Et à travers ces évolutions historiques, on voit que les Européens s'occupent de plus en plus de leur sécurité, à la fois militaire mais aussi économique, sur leur propre continent. Les Européens, qui pendant plusieurs siècles se sont occupés des affaires du monde, se recentrent de plus en plus sur leurs propres affaires. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Haroche. Pierre Haroche, vous êtes maître de conférence à l'Université catholique de Lille. Bonjour. Bonjour. Pierre Haroche, avant de revenir sur ces accroches d'actualité que j'ai évoquées, je voulais qu'on s'attarde un peu sur la thèse de votre livre, donc dans la forge du monde. Je mets le lien vers votre livre dans la description de cette vidéo, où vous articulez une thèse sur la place de l'Europe dans le monde ces 500 dernières années, qui se résume par cette phrase « L'Europe a fait le monde et dans un second temps, c'est le monde qui a fait l'Europe ». André Malraux disait, lui, que c'est l'Europe qui est allée à la rencontre du monde et non pas l'inverse, et vous allez plus loin, donc en parlant de ce second temps qui commence en gros à partir de 1945 et de la crise de Suez, quand c'est le monde qui a commencé à forger l'Europe et non plus l'inverse. Alors, est-ce que pour commencer cet entretien, vous pourriez résumer cette thèse en quelques mots? Oui, bien sûr, avec plaisir. Déjà, merci de m'avoir invité sur votre chaîne. Je dirais que déjà, dès le départ, mon point de départ, c'est que l'Europe et le monde sont nés de leur rencontre, parce que avant que les Européens parcourent le monde, ils se considéraient pas forcément comme européens, et la notion d'Europe avait pas du tout le même sens que celui qui s'est développé après. Et le monde lui-même, existait-il réellement en fait avant la mondialisation, c'est-à-dire avant que la planète soit interconnectée. Donc d'une certaine manière, on peut considérer que c'est pas simplement que se sont rencontrés à un moment donné, c'est peut-être même qu'ils sont nés de leur rencontre. Et cette rencontre, je la situe à ce que je considère comme le premier moment où l'interconnexion du monde a commencé, c'est-à-dire l'expédition lancée par Magellan en 1521-1522. Et dans un premier temps, effectivement, ce sont les Européens qui ont fait ce qu'on appelle aujourd'hui la mondialisation, mais qui a fait du monde une unité, et non pas simplement un patchwork de régions mal reliées entre elles. Ils l'ont fait par les voyages, comme l'expédition de Magellan, très vite par le commerce, c'est-à-dire un commerce systématique qui relie les grandes régions du monde entre elles, et puis aussi par la guerre, la conquête, la colonisation, qui a été aussi un grand facteur de mondialisation, pas économique, mais politico-militaire. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est pas simplement les Européens qui ont fait la mondialisation, mais que c'est peut-être même les caractéristiques fondamentales de l'espace européen à l'époque qui ont été le principal moteur de l'expansionnisme européen dans le monde. C'est-à-dire que c'est la division, cette fragmentation politique de l'Europe, cette intense compétition militaire entre États européens durant ce qu'on appelle l'époque moderne, qui est à la fois le facteur qui aide les Européens à avoir des technologies militaires avancées, et en même temps leur donne l'ambition d'aller projeter leur puissance dans le reste du monde, souvent pas par appétit pour le monde, mais pour faire concurrence à leurs voisins immédiats en Europe. Un exemple que je prends souvent, c'est les Provinces-Unies, tout petit pays au cœur de l'Europe, qui a commencé à se lancer dans l'exploration et la colonisation mondiale, et principalement à cause de sa guerre d'indépendance contre l'Espagne. On commence par couler des bateaux espagnols, et de proche en proche, on fonde un empire colonial aussi. Donc d'une certaine manière, c'est la caractéristique de la civilisation européenne qui a été le moteur de la civilisation, de la mondialisation. Et en revanche, au XXe siècle, eh bien, c'est aussi ces mêmes tendances, c'est-à-dire la compétition militaire entre Européens et le fait de se reposer sur des empires coloniaux, qui, ces mêmes facteurs se sont retournés d'une certaine manière contre l'Europe, avec les guerres mondiales, avec la décolonisation, décolonisation que j'interprète un peu comme une sorte de révolution mondiale contre l'empire européen, puisque c'était vu comme quelque chose de très cohérent, pas simplement une collection d'empires nationaux. Et
dans ce contexte, eh bien, les Européens sont subordonnés à des superpuissances en grande partie extra-européennes, mais c'est cette subordination qui rend possible le renversement de la caractéristique fondamentale de la civilisation européenne telle qu'elle existait auparavant, c'est-à-dire le fait de passer d'une logique de compétition militaire exacerbée entre petits pays européens à une logique où commencent à poindre des possibilités d'unité avec le début de la construction européenne, que j'interprète comme la conséquence directe de cet abaissement de l'Europe. Donc d'une certaine manière, dans un premier temps, c'est la division entre Européens qui unifie la planète. Dans un second temps, c'est la compétition entre grandes puissances et la guerre froide qui unifie l'Europe. Et ce que vous disiez, pardon, c'est que ce que vous expliquez très bien dans le livre, c'est que c'est l'Europe qui est le prix ultime de cette compétition entre les superpuissances, entre les États-Unis et l'URSS, et ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. C'est pour ça que je dis qu'il y a deux décentrements fondamentaux. Le premier décentrement, c'est quand les puissances européennes ne sont plus les grandes puissances du monde. Ça, c'est la première partie du XXe siècle. Mais le deuxième décentrement, il est plus tardif et il est plus actuel, parce que pendant très longtemps, pendant la guerre froide, eh bien, l'Europe en tant qu'espace, ça n'est pas l'acteur principal en tant que puissance, mais c'est l'espace qu'il faut contrôler pour contrôler le monde. Et c'est l'espace le plus prisé par les superpuissances américaines et soviétiques. Et l'épicentre de la compétition de puissance mondiale, c'est l'Europe, c'est l'Allemagne, c'est Berlin. Et du coup, ça donne une sorte de privilège aux Européens. C'est-à-dire que la sécurité européenne, eh bien, elle n'est pas simplement importante pour les Européens, elle est importante pour les superpuissances qui voient leur façon de contrôler le monde. Et c'est ça qui se retourne depuis quelques années et qui s'est affirmé encore plus avec l'arrivée de la nouvelle administration Trump, c'est-à-dire l'idée que l'Europe n'est pas une région importante pour la compétition de puissance mondiale et elle est même secondaire par rapport à l'Asie. Et c'est exactement ce que ça a été une des premières déclarations importantes de l'administration Trump à l'égard des Européens, c'est quand le nouveau secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, est arrivé à Bruxelles et qu'il a dit « On va faire une division du travail, nous on s'occupe du Pacifique et de l'Asie, vous vous occupez de l'Europe, mais ne vous faites pas d'illusions, l'Europe ne sera pas une priorité, notre priorité c'est l'Asie. » Et ce qu'on comprend maintenant, c'est que ils préfèrent prendre le risque d'une Europe faible plutôt que de prendre le risque de ne pas avoir suffisamment de ressources en Asie. Et ça, c'est en fait un deuxième moment dans lequel le monde forge l'Europe, parce que l'abaissement de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale a rendu possible le début de l'intégration européenne, sauf en matière de défense, parce qu'en matière de défense, les Européens avaient encore d'une certaine manière le luxe de pouvoir se reposer sur des grandes puissances extérieures parce qu'ils étaient la région la plus importante d'un point de vue stratégique. Aujourd'hui, nous n'avons plus ce luxe. Et donc, il y a une sorte aussi de deuxième chantier historique de l'unité européenne, c'est de le penser l'autonomie stratégique. Voilà, en gros. Et donc, ça veut dire aussi que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est pas simplement un épiphénomène à l'échelle d'une année ou d'une décennie, c'est peut-être un des grands changements fondamentaux de l'histoire de la relation entre l'Europe et le monde, au même niveau que l'expédition de Magellan de 1522 ou que la transition de puissance qui a vu les puissances européennes devenir des puissances secondaires après la Seconde Guerre mondiale. Et après la Première Guerre mondiale, on a eu Paul Valéry qui a eu cette expression « L'Europe risque de devenir ce qu'elle est en fait, c'est-à-dire un petit cap de l'Asie ». Est-ce que vous pensez que l'Europe en tant qu'entité en est réduit désormais à cet état de fait? Oui, en fait, Valéry, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que ces articles qu'il a écrits en 1919, La crise de l'esprit, souvent cités pour cette phrase assez littéraire, nous autres civilisations savons désormais que nous sommes mortels. C'est peut-être un des premiers textes qui explore frontalement la question de la relation entre le monde et l'Europe, aussi explicitement. Donc, je me suis beaucoup inspiré de cette façon de poser le problème qui était intéressante. Et il annonce, il fait une sorte de prophétie qui est que finalement, les peuples du monde pèseront en termes de puissance et d'influence ce qu'ils pèsent d'un point de vue physique, c'est-à-dire principalement démographique.
alors que pendant très longtemps, les Européens pesaient bien plus que leur poids démographique. Et ça, je pense que c'est assez vrai. Simplement, Valéry voit ça comme une tragédie et comme finalement la fin de l'esprit européen, parce qu'il considère que l'esprit européen, c'était une sorte d'avantage non matériel, mais qui faisait la supériorité et la primauté de l'Europe. Le génie européen, on parlait même de génie européen. Voilà, donc pour lui, la fin de l'esprit européen, c'est le fait que l'Europe ne compte pas plus que son poids démographique. Et en conclusion, moi, ce que je suggère, c'est que on n'a pas besoin d'être aussi pessimiste, parce que ce qu'on observe au XXe siècle, après Paul Valéry, c'est que cet abaissement de l'Europe et cette Europe remise à sa place, d'une certaine manière, ça a été aussi l'occasion de donner naissance à l'esprit européen dans un sens différent, c'est-à-dire la possibilité d'une unité européenne, voire d'une identité européenne. Et c'est pas la même définition de l'esprit européen, mais c'est une sorte d'ironie, de ruse de l'histoire qu'il a fallu cet abaissement de l'Europe dont Valéry se lamente pour que l'unité entre les peuples européens et le fait que les nations européennes ne soient plus en rivalité militaire entre elles, mais soient capables d'unir leurs forces d'une certaine manière, ça a été rendu possible parce que Valéry pensait au début comme une catastrophe pour l'Europe. Ouais, c'est fascinant. Et si on fait encore un bond dans le temps avant de s'atteler un peu à ces questions d'actualité, donc en 2019, il y a eu ce discours d'Emmanuel Macron pour défendre la civilisation européenne que vous analysez à la fin du livre. Et en gros, l'idée c'était il faut être fier de cette civilisation européenne, mais en même temps, la Russie, la Chine, l'Inde en sont beaucoup plus conscients de leurs faits civilisationnels, en sont beaucoup plus fiers, et il faut aussi s'inspirer de ces civilisations pour construire et pour consolider notre sens d'appartenance à une civilisation européenne. Finalement, au 19e, 20e siècle, l'Europe a exporté cette idée d'État-nation, et cette idée d'adéquation entre un peuple, une histoire, un territoire et un État. Et est-ce que maintenant, on ne va pas être rattrapé par une notion de civilisation qui dépasserait celle de l'État-nation promu par l'Europe au fait de sa puissance? Oui, ça c'est intéressant. Alors moi j'aime bien cette notion de civilisation. Je m'appuie sur une approche d'abord, une approche scientifique de la notion de civilisation, c'est-à-dire pas une approche de slogan politique, mais d'analyse qui est faite par l'historien Braudel, qui utilise la notion de civilisation comme un espace qui finalement a des caractéristiques communes dans tous les domaines analysés par les sciences sociales. C'est un peu, c'est intéressant parce que du coup, il y a une parenté entre la notion de civilisation et les différentes sciences sociales. Elle se définit aussi bien par la géographie, l'histoire, la politique, l'économie, les aspects culturels, religieux. Donc tous les grands aspects des relations sociales contribuent à donner des caractéristiques à un espace civilisationnel. Ça, c'est au sens descriptif, disons, ou analytique. Mais après, il y a eu aussi un usage de la notion de civilisation qui est explicitement anticolonialiste et anti-européen au XXe siècle, qui consiste à dire, et ça a commencé plutôt dans des pays comme l'Inde ou la Chine, qui consiste à dire, nous n'avons pas à être évalués au regard des valeurs occidentales. Nous sommes un État-civilisation, nous avons notre propre système de valeurs, donc on n'a pas à être placé sur une échelle du bien ou du mal uniquement en fonction des critères venus d'Occident. Et c'est ça que signifie la notion d'État-civilisation. Donc c'est une forme d'abord d'anti-européanisme, de réaction contre ce qui est perçu comme une forme d'impérialisme moral de l'Europe ou de l'Occident de façon plus générale. Et c'est ça qui a donné cette notion d'État-civilisation, et je trouvais ça intéressant. Donc là encore, par une sorte de retournement de l'histoire, qu'en 2019, dans son discours aux ambassadeurs, Emmanuel Macron dise, voilà, on voit cette notion d'État-civilisation se développer en Chine, en Inde, en Russie, et pourquoi est-ce que nous, Européens, on n'aurait pas une notion plus explicite, plus affirmée de la civilisation européenne. Et donc, comme vous dites, sur le trajet, le voyage opéré par la notion d'État-nation qui est né en Europe et a été exporté
volontairement ou involontairement à travers la colonisation. Je dis involontairement parce qu'à la fin, la notion d'État-nation a aussi été utilisée comme une arme contre les Européens pour développer le nationalisme anticolonialiste. Eh bien là, finalement, signe des temps, ça n'est plus une notion européenne qui s'exporte dans le monde comme au temps où l'Europe était le centre du monde. Ce sont des notions mondiales, d'une certaine manière, qui sont importées en Europe, signe du fait que l'Europe est devenue ce que j'appelle l'Europe provinciale dans la dernière partie de mon livre, c'est-à-dire une région parmi d'autres qui n'est pas la plus importante, qui n'est pas la plus prestigieuse, et qui finalement reprend sa place parmi d'autres, aussi bien d'un point de vue matériel en termes de puissance, mais aussi d'un point de vue intellectuel à travers ses notions et ses réflexions. Oui, et ce que vous expliquez assez régulièrement, c'est que être remis à sa place en français, ça peut avoir une connotation péjorative, mais dans le cas de l'Europe qui retrouve un peu sa place parmi d'autres blocs dans un monde multipolaire, ou en tout cas dans un monde d'influences multiples, ce n'est pas forcément une chose négative. On se rappelle aussi, et vous le mentionnez aussi dans votre livre, cette phrase de Robert Kagan, donc que l'Europe est de Vénus et les États-Unis sont de Mars, ce qui m'amène à vous poser la question de savoir si les programmes de réarmement et les programmes de renforcement de l'autonomie stratégique européenne aujourd'hui, vous y croyez, vous leur donnez une chance. Comment est-ce que vous évaluez la direction que ça prend ? Alors, d'abord, je pense que ça va dans le sens de l'histoire, d'une certaine manière. Il faut que les Européens se réarment ensemble et soient capables d'assurer leur sécurité, pas simplement en dépendant d'acteurs extérieurs, puisque d'une certaine manière, la leçon de toute cette grande histoire, c'est que il n'y a plus de raisons fondamentales aujourd'hui pour lesquelles l'Europe pourrait partir du principe que le monde sera à son chevet. Donc les problèmes européens sont d'abord des problèmes pour l'Europe. J'ajouterais d'ailleurs à ça, puisqu'on parle souvent de l'autonomie stratégique, que je pense que le corollaire de l'autonomie stratégique, c'est aussi une forme de modestie stratégique et de recentrement stratégique. C'est-à-dire que pendant longtemps, les Européens, précisément parce qu'ils étaient en sécurité en Europe, avaient aussi le luxe de s'occuper de grandes questions de sécurité mondiale. Les Français, l'armée française typiquement était plus une armée africaine qu'une armée européenne. Ben, c'était aussi un dividende de la protection américaine. Parce que si vous avez des menaces existentielles et que vous n'êtes pas en sécurité en Europe, vous pouvez moins vous permettre d'investir l'essentiel de vos ressources sur d'autres continents ou sur des enjeux collectifs mondiaux. Donc c'est vraiment un changement de paradigme et de rapport au monde, hein, ce décentrement de l'Europe dans le monde. Alors ça veut dire oui qu'il faut investir plus et de façon plus cohérente et plus collective. Maintenant, si vous me demandez est-ce que je pense que le compte y est et que les décisions qui ont été déjà prises ces dernières années ou ces dernières semaines sont suffisantes, non, je ne le pense pas. Si on veut parler de ce qui a été des initiatives qui ont été avancées ces dernières semaines par la Commission européenne pour grosso modo donner plus de flexibilité aux dépenses nationales et puis éventuellement prêter de l'argent aux États membres pour qu'ils augmentent leurs dépenses de défense, je pense que ça ne suffit pas. Et d'ailleurs, beaucoup d'États membres, et en particulier la France, mais pas uniquement, comme l'Italie aussi ou la Grèce, ont très vite signalé que pour eux, simplement avoir plus de flexibilité sur leurs dépenses nationales, ça ne suffit pas parce que quand on est très endetté, eh bien, en réalité, c'est une contrainte et il suffit pas de vous prêter de l'argent parce que si vous avez déjà une grande dette, ça change pas grand-chose. Vous n'allez pas avoir intérêt, de façon générale, à vous endetter davantage. Donc ça, c'est juste un exemple, mais ce que je veux dire, c'est que on est encore à une sorte de coordination souple dans les stratégies de l'Union européenne. Si vous regardez les instruments qui ont été mis sur la table par la Commission européenne déjà depuis 2017, ce sont des incitatifs. Donc des subventions pour la recherche de défense, des subventions pour les acquisitions conjointes de matériel de défense, des incitations pour les industriels à augmenter leur capacité de production, des incitations pour les États à augmenter leurs dépenses de défense. Mais je pense que le vrai horizon vers lequel on tend, et je pense que ce serait ça le vrai changement, ce serait d'avoir des instruments communs réellement. C'est-à-dire ce que j'appellerais un budget de défense commun. Pas nécessairement pour couvrir tous les types de défense, les types de dépenses de défense, mais au moins les plus standards et les plus
consommables, c'est-à-dire ce dont on a besoin en masse très vite, les munitions d'artillerie, les drones, les systèmes anti-drones, les missiles, des choses qu'on a besoin par milliers ou par millions, qu'on soit capable de les acheter en commun et de pas se faire concurrence ou d'acheter chacun avec son petit contrat, son fournisseur, ce qui fait que quand on veut se faire une liste de courses collectives, ça prend énormément de temps, mais quand on se retrouve à la fin, on se rend compte que le compte n'y est pas, on n'arrive pas à faire des économies d'échelle, on n'arrive pas à donner de vrais incitatifs collectifs à l'industrie pour augmenter ses capacités. Je pense que ce serait vraiment rationnel qu'on ait un budget de défense commun, et c'est ce que Kaja Kallas, qui est aujourd'hui la haute représentante de l'Union européenne, quand elle était première ministre d'Estonie, disait faisons comme pour les vaccins lors de la crise Covid. C'est exactement ça l'idée, puisqu'à l'époque, on avait donné un mandat d'achat à l'Union européenne pour acheter au nom de tous les États membres, et je pense que c'est ça le vrai horizon. Donc oui, ça va dans le sens de l'histoire, mais on n'a pas encore, je pense, été au bout de cette logique. Oui, et il y a la question des instruments, il y a la question de la coordination, mais il y a aussi la question du sens de l'initiative stratégique. Là, ce qui est quand même relativement frappant, moi aujourd'hui je vous parle depuis l'Ukraine, et on voit que les Européens sont en train de monter en puissance depuis 2022, mais a fortiori depuis ces dernières semaines, pour aider l'Ukraine, puisqu'ils ont conscience qu'une partie de l'avenir du continent s'écrit ici. Mais d'un autre côté, ils ont complètement délégué la question des négociations et la question de la décision sur un cessez-le-feu ou sur un accord de paix aux États-Unis et à la Russie. Et les Européens, finalement, ne se réservent qu'un rôle de force de maintien de la paix, presque un rôle de service après-vente de ce qui va être décidé sans eux. Donc, est-ce que ça aussi, ça ne va pas encore plus provincialiser l'Europe, mais cette fois-ci sur son propre continent? Alors, d'abord, je dirais pas que les Européens ont délégué. Ils n'ont rien délégué du tout. C'est les Américains qui ont décidé d'agir de façon unilatérale. Ils le font. Ils discutent avec les Russes. Ils n'ont pas demandé l'autorisation ni l'avis des Européens pour le faire. Donc, c'est pas une délégation non plus. Ensuite, est-ce que c'est la discussion russo-américaine qui est la plus importante? Eh ben, je suis pas convaincu. Je serais moins pessimiste, disons, dans mon appréciation de ce qui se passe vis-à-vis de l'Ukraine. Je pense qu'en fait, ce qui est le plus important à long terme, c'est la discussion entre Européens sur les garanties de sécurité aux Ukrainiens, qui n'est pas, à mon sens, simplement un service après-vente ou une question de force de maintien de la paix. Et je pense qu'on n'est pas en train de parler de force de maintien de la paix quand on parle de garantie de sécurité. C'est deux choses différentes. On n'est pas en train de parler de casques bleus qui seraient autorisés par les deux parties à patrouiller sur la frontière pour observer ce qui se passe. On est en train de parler de ce que moi je caractériserais comme les bases d'une alliance. C'est-à-dire avoir des troupes en Ukraine pour montrer que si l'Ukraine est attaquée, eh bien c'est l'Europe qui est attaquée. En gros, c'est ce que disait Zelensky à la dernière conférence de Munich. S'il ne peut pas y avoir l'OTAN en Ukraine parce que l'administration Trump y est opposée, il faut faire une sorte de deuxième petite OTAN européano-ukrainienne pour se donner des garanties mutuelles. Et ça, je pense que c'est le vrai travail de long terme parce que la question de savoir s'il y a un cessez-le-feu, c'est important aujourd'hui. La question de savoir si l'Ukraine est du côté de l'Europe ou abandonnée dans une zone grise où elle finira par tomber dans la gueule de la Russie, ça, c'est le vrai enjeu structurel pour les générations à venir. Et je pense que c'est ça qui est important. Et je suis tout à fait d'accord sur le fait que il y a un enjeu de la définition de l'Europe qui se joue aussi en Ukraine. Et c'est pour ça que moi, j'ai tendance à dire, plutôt que de parler de garantie de sécurité, il faut même parler d'alliance. En amont même de l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, qui en ferait un allié de fait, puisque l'Union européenne se considère aussi, par certaines de ses provisions, de ces articles, comme une forme d'alliance. Donc je pense que ça, c'est important, et pas simplement dans le sens d'une protection européenne à l'égard de l'Ukraine, mais aussi dans le sens inverse. Un exemple, un scénario que je mentionne beaucoup aujourd'hui pour faire réfléchir mes interlocuteurs, c'est de dire si un jour la Russie, considérant que les États-Unis ont un rôle maintenant secondaire ou voire même un peu complaisant dans la sécurité européenne, décide d'envoyer des centaines de milliers de soldats russes contre des pays baltes sur un tout petit espace assez étroit, difficile à défendre, eh bien deux scénarios. Soit l'Ukraine, dans ce moment-là, est neutre ou a perdu ses illusions européennes et a été un peu
neutralisée et ne réagit pas. Et ça, c'est le scénario où finalement où la Russie est capable de mettre toutes ses forces contre les pays de l'OTAN. Soit on a réussi à faire un vrai lien fort entre l'Europe et l'Ukraine, avec des vraies garanties de sécurité européenne avec l'Ukraine, une vraie alliance européano-ukrainienne. Et dans ce cas, le jour où la Russie attaque les pays baltes, eh bien, on peut compter sur l'Ukraine pour ouvrir un second front au sud. Et ça veut dire que la Russie se divise sur 2 fronts, et ça veut dire que la capacité offensive de la Russie est divisée par 2. Et là, d'une certaine manière, il y a la possibilité d'une autonomie stratégique européenne, c'est-à-dire des Européens qui peuvent compter les uns sur les autres pour se défendre. Donc, in fine, je pense que la relation avec l'Ukraine est devenue une condition essentielle de la réalisation de l'autonomie stratégique, en particulier à cause de l'évolution de la politique américaine. De certaine manière, mon point de vue, c'est que parce que les Américains prennent leur distance, le vrai allié fondamental qui est la condition de réalisation de l'autonomie stratégique, c'est l'Ukraine. Pierre Haroche, dans le prolongement de votre dernière réponse, je vais vous poser juste une dernière question, puisque vous avez aussi évoqué dans d'autres entretiens cette notion d'intégration européenne qui a très longtemps été vue comme un processus endogène, enfin en tout cas quelque chose qui venait des Européens, mais dans votre ouvrage et dans votre thèse, eh bien, vous démontrez que c'est principalement un processus de réaction par rapport aux interactions avec le reste du monde. Et qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, eh bien, au lieu de parler d'intégration européenne, on devrait plutôt parler de fortification du continent européen et de l'espace européen. Est-ce que ça pourrait passer par une procédure accélérée d'adhésion d'un pays comme l'Ukraine, mais aussi de la Moldavie ou des Balkans occidentaux à l'Union européenne? Est-ce que vous voyez cette possibilité? Alors, déjà, cette notion de fortification, ça veut dire aussi que le sens politique de l'élargissement a bougé. Si vous comparez la situation actuelle avec le début des années 2000, on a, et en réalité, la logique traditionnelle de l'intégration européenne est vue comme une façon de régler des problèmes ou des contradictions entre Européens. C'est vu comme essentiellement un moteur de convergence entre Européens. Évidemment, historiquement, le premier cas, c'était les Français et les Allemands. Régler les problèmes de tension, de manque de confiance, de méfiance entre Français et Allemands. Et ça a souvent été ça, ça a toujours été ça pendant très longtemps, c'est-à-dire converger sur des normes communes, lever les barrières, lever les obstacles. Et je pense que la montée des tensions avec la Russie donne, et c'est évidemment d'autant plus vrai avec l'Ukraine, à l'élargissement à une signification différente, qui est plus convergence entre Européens, mais qui est en fait aussi fortification à l'égard de l'autre, à l'égard de l'extérieur, à l'égard de la menace. Et j'ai trouvé ça très frappant, le fait que en juin 2022, lorsque la Commission européenne a donné un avis favorable à la reconnaissance de la candidature ukrainienne à l'Union européenne, la présidente von der Leyen a justifié cette décision en disant « C'est une décision qui montre au monde que nous sommes capables de nous défendre face aux agressions extérieures. » Donc c'est vraiment une logique de démarcation. C'est plus du tout une logique, disons, cosmopolite de rapprochement à l'intérieur. Et ça, c'est ça la logique de la fortification. Alors après, est-ce que ça veut dire qu'on peut faire ça de façon accélérée ? Je pense que c'est compliqué de faire ça, de faire ça de façon totalement accélérée parce que ça a quand même beaucoup d'implications qui sont pas simplement géopolitiques, la rentrée dans l'Union européenne. Donc en fait, le compromis, je pense que beaucoup de gens ont fini par accepter d'un point de vue intellectuel en Europe, c'est que on peut faire ça, on peut faire une forme d'intégration graduelle qui donne déjà des gages sur certains points sans forcément qu'on arrive nécessairement à l'adhésion pleine et entière dans tous les domaines, jusqu'à l'agriculture, disons, mais que sur certains points fondamentaux, en particulier en matière de sécurité, on peut quand même franchir des étapes progressivement. Donc c'est pas tout ou rien. C'est pas soit vous êtes tout à fait dehors et on n'a aucune solidarité avec vous, soit vous êtes totalement dedans et se posent tous les problèmes techniques, juridiques et économiques d'une intégration totale. Et je pense que la Commission européenne a commencé un peu à rentrer dans cette logique en disant, par exemple, en matière de défense, on va considérer, et industrie de défense, on va considérer l'Ukraine comme un pays membre. Et je pense qu'on pourrait continuer cette logique
et considérer l'Ukraine comme un pays membre, peut-être dans toutes les politiques de sécurité et de défense de l'Union européenne, voire à un moment, en anticipation de l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, reconnaître que l'Ukraine bénéficie de la clause de solidarité mutuelle de l'article 42.7 de l'Union européenne. Donc d'une certaine manière, c'est pas tout ou rien, mais je pense que c'est un peu comme lorsque on a commencé l'intégration européenne entre Français et Allemands, on n'a pas fait tout d'un coup, on a dit on va commencer par le charbon et l'acier. Bah avec l'Ukraine, on peut commencer par la sécurité et la défense, qui est évidemment le point le plus essentiel pour le rapprochement de l'Ukraine et de l'Union européenne. Bah super, on va continuer à suivre ça. Merci beaucoup, Pierre Arroche. Merci beaucoup. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je file et je vous retrouve très vite.